une sorte d'introduction, puisque parler de la chair et du désir. Je vais faire quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui. Je vais parler d'un corps contemporain qui est peut-être un corps utopique, idéal, en tout cas un peu problématique, qui a surgi dans notre univers, en particulier universitaire. Mais avant de parler de ce corps et de ce qu'il implique, pour essayer d'en penser, à mon sens, les limites, je vais, puisqu'on a le temps, mais on a moins de temps qu'on avait, ça va. Donc, je vais commencer par mettre en exergue quelques phrases que vous reconnaîtrez peut-être. De toute façon, je vous donnerai la clé de l'énigme après les avoir lues. L'hétérosexualité est dangereuse. C'est là qu'on est tenté d'atteindre à la dualité parfaite du désir. Dans l'hétérosexualité, il n'y a pas de solution. L'homme et la femme sont irréconciliables, et c'est cette tentative impossible et à chaque amour renouvelé qui en fait la grandeur. Là où l'imaginaire est le plus fort, c'est entre l'homme et la femme. C'est là où ils sont séparés, par une frigidité dont la femme se réclame de plus en plus et qui terrasse l'homme qui la désire. La femme elle-même, la plupart du temps, ne sait pas ce qu'est ce mal qui la prive de désir. Elle ne sait pas, beaucoup plus souvent qu'on le croit, ce qu'elle désire, comment il se présente à la femme. Elle croit qu'il y a des choses à faire pour qu'elle le ressente à son tour, comme certaines autres femmes. Les hommes sont des homosexuels. Tous les hommes sont en puissance d'être des homosexuels. Il ne leur manque que de le savoir, de rencontrer l'incident ou l'évidence qui le leur révélera. Les homosexuels le savent et le disent. Les femmes qui ont connu des homosexuels et qui les ont aimés d'amour le savent aussi et le disent de même. Je te rencontre. Je me souviens de toi. Qui es-tu? Tu me tues. Tu me fais du bien. Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour? Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même? Tu me plais. Quel événement? Tu me plais. Quelle lenteur tout à coup, quelle douceur. Tu ne peux pas savoir. Tu me tues. Tu me fais du bien. Tu me tues. Tu me fais du bien. J'ai le temps. Je t'en prie, dévore-moi. Déforme-moi jusqu'à la laideur. Il me dit que je suis son seul amour et c'est ça qu'il doit dire et c'est ça qu'on dit quand on laisse le dire se faire. Quand on laisse le corps faire et chercher et trouver et prendre ce qu'il veut, et là, tout est bon. Il n'y a pas de déchets, les déchets sont recouverts. Tout va dans le torrent, dans la force du désir. Alors, vous aurez sans doute reconnu Marguerite Duras dans toutes ces citations. Elle sera un peu mon guide aujourd'hui parce que c'est du désir que je veux parler. Du désir dont on ne parle plus beaucoup par les temps qui courent, où le discours sur le sexe est tout occupé par la revendication d'identité, entre autres transgenre, la différence sexuelle nous étant présentée comme une invention au service d'une domination apparemment indépassable. On ne parle plus de désir dans ce que certains et certaines décrivent comme une culture du viol, où le sexuel cherche ses repères entre les temps toujours à définir, les termes toujours à définir, d'agression et de consentement. Nous sommes actuellement plongés dans ces débats qui n'en sont pas vraiment, puisqu'il est très très difficile de répondre et de discuter sur ces notions. C'est un sujet bien glissant, le désir. Le désir est une charge, une responsabilité. Il engage le corps et le sujet incarné, et pourtant, il divise le sujet, lui fait perdre ses assises moïques, l'arrache à la maîtrise. Le désir angoisse parce qu'il ne participe pas de la volonté, ne répond pas à la demande, il n'obéit pas aux valeurs du moi, ni aux valeurs sociales. Il n'a rien à faire des normes, et si les normes lui sont imposées, le désir n'en restera pas moins triomphant au point de vous rendre malade. C'est ce que Freud, le premier, découvre à une époque où le patriarcat s'effondre et la parole se délie.
Et la question qui surgit pour chaque sujet quand le patriarcat n'est plus là pour nier ou pour réguler la force du désir, c'est comment l'assumer, le désir, comment le soutenir, comment le reconnaître et peut-être surtout comment connaître son propre désir. Ces questions sont encore bien actuelles, mais comme au premier temps de Freud, on ne les entend plus que sur les divans. Car sur la place publique, ce qui se fait entendre s'apparente à la revendication véhémente et toujours insatisfaite de ce que Duras appelait une solution politique à un problème personnel. Ce que je veux interroger très rapidement, évidemment, aujourd'hui, c'est la croyance et la volonté d'imposer cette croyance en une culture hétéronormative qui serait un obstacle à une vie sexuelle et sexuée ouverte au polymorphisme, aux multiples qui ne sauraient être limités que par l'expérimentation qui, elle, doit toujours rester potentielle. Dans un certain milieu, quiconque entreprend d'interroger cette doxa est voué aux gémonies. Alors, la psychanalyse a reconnu très tôt le masculin et le féminin, la bisexualité de l'être parlant, au-delà de l'anatomie. C'était bien avant les théoriciennes américaines. La psychanalyse a aussi reconnu et rendu compte, en termes métapsychologiques, de la violence sexuelle au fondement même du sujet, de sa condition, voire de sa possibilité même, en lien direct avec cette bisexualité subjective que Freud a découverte et qu'il a éclairée jusqu'à la fin de sa vie. Lacan, bien sûr, a poursuivi ce travail avec d'autres psychanalyses. Alors, métapsychologie, ça dit bien ce que ça dit, au-delà de la psychologie, d'un behaviorisme, d'une théorie des comportements. On pourrait définir la métapsychologie, comme certains l'ont fait, comme l'ensemble des hypothèses qui décrivent les processus psychiques inconscients. L'ensemble des concepts qui rendent compte des lois de passage entre le corps et l'esprit. En psychanalyse, le corps et la parole et le langage sont consubstantiels. Qu'est-ce qui, pour la psychanalyse, c'est-à-dire l'inconscient, définit le masculin et le féminin? Alors là, vous me pardonnerez d'aller vraiment très vite, parce que je n'ai pas le choix. Ce sera peut-être un peu caricatural. J'essaie de faire simple aussi pour arriver à poser quelques jalons. Alors, on pourrait dire, le masculin se définirait de rivaliser avec la séduction du père. Séduction du père fantasmatique, ce père castrateur, que tout enfant, garçon ou fille, invente au moment où il se sent séparé du corps de la mère, pour se soulager d'une culpabilité liée au fait que l'enfant trouve sur son propre corps, et sans la mère, le plaisir qui le console d'être séparé d'elle. En termes de psychanalyse, il passe de être le phallus de la mère à avoir le phallus. La masturbation infantile, le suçonnement. Cette masturbation est frappée d'une culpabilité, non pas morale, mais du fait que l'enfant trouve, sans sa mère, à se satisfaire. Et c'est cette culpabilité qui le fait sujet, mais lui fait craindre en même temps de perdre l'amour. Alors ce père qui surgit dans le fantasme, et qui n'a pas à s'incarner dans le réel autrement que par l'autre de la mère, cet autre qui peut bien être une femme aussi, pourquoi pas. Lacan a pensé évidemment tous ces déplacements de sexuation. Mais donc, ce père, cette fonction de père castrateur, soulage de la culpabilité car il menace l'enfant de le priver de ce plaisir. En d'autres termes, de le séduire. Et c'est ce qui fait très peur pour le garçon et pour la fille, cette féminisation telle qu'elle est du moins ressentie dans l'enfance, l'infantile. Dans cette fabrique du fantasme, qui s'arrime au réel de l'histoire, aux paroles, à l'éprouvé de la relation aux parents et des parents entre eux, le corps qui veut résister à cette séduction doit être violent, disait Freud. Résister au père menaçant, qui dans le réel peut être un papa très gentil,
Et en fait, c'est parce qu'il est aimé, ce père, qu'il est vécu comme séducteur. Alors, résister au père menaçant conduit au choix du genre masculin. Alors, ces notions de choix de genre, on pourrait dire la psychanalyse les a d'une certaine manière pensées, non pas comme des décisions ou des parodies de comportement, mais comme des choix inconscients, déterminés par justement le rapport qu'on a eu à cette séduction primordiale, on peut dire. Alors, le choix du genre masculin consiste à résister, à rivaliser avec ce qui met en péril cette première jouissance. Et l'enfant n'en connaît pas d'autre. Jouissance. Freud dit qu'au commencement, tous les enfants sont des petits garçons, goûtant la masturbation du corps propre. La fille ou le garçon qui répond à la séduction par la rivalité assume la part masculine de sa bisexualité au prix d'un renoncement relatif à l'autre genre. Une fille peut tout à fait opter pour cette position inconsciente qui déterminera son désir et ce qu'elle cherche dans l'autre, ce qu'elle veut à l'autre et aux objets de sublimation. Les filles ne renoncent jamais complètement à cette virilité qui leur a été conférée au départ, en tant qu'elles aussi ont ce plaisir pris sur l'organe sexuel. La brutalité, la violence, la colère, la revendication des enfants, ce qui dans les jeux d'enfants s'apparente à l'agression envers l'autre, est le premier trait du masculin, à une époque où la sexualité et ce qu'elle engage de relations sexuelles et de jouissance sont absolument méconnus. La virilité n'est donc jamais gagnée d'avance. Elle se gagne dans une lutte sur fond de féminité angoissante. Le féminin angoisse parce qu'il rappelle à celui, homme ou femme, qui a rivalisé avec le père fantasmatique, ce à quoi il a échappé. Le fantasme infantile, donc celui d'être féminisé, priverait de ce qui occasionne le plaisir. Et le ressentiment à l'égard du sexe et du genre féminin, je saute évidemment quelques étapes, mais on peut dire qu'il y a un fond archaïque à ce ressentiment à l'égard du sexe et du genre féminin, qui est la chose du monde, à mieux partager. Et j'ajouterai avec l'antisémitisme. L'antisémite est très souvent en train de taxer le juif, d'ailleurs, de féminin. Ce n'est pas sans raison. Le féminin suppose donc un acquiescement relatif à la séduction du père, ce qui, dans la vie adulte, conduira à découvrir qu'il y a une jouissance liée à une activité sexuelle à but passif. On pourrait dire, au fond, toute jouissance est parricide. La première figure de cette séduction, c'est le père. Et bien sûr, si le père réel passe à l'acte, on peut imaginer comment le fantasme se trouve brusquement saisi, arrêté, et c'est une catastrophe. Donc, je parle ici, bien sûr, de traumatisme subjectif, et non pas de traumatisme réel d'agression sexuelle effective. L'altérité qu'est ce féminin ne sera reconnue qu'avec l'entrée sur la scène de la sexualité elle-même. Et c'est là que la séduction du père peut apparaître aux deux sexes, comme possibilité de jouissance, ce que l'enfant ignorait. Séduction du père qui va être parricidée, puisque substituée bien sûr par les objets de jouissance qui vont le remplacer. Il y a actuellement deux discours qui dominent sur le sexe. Un discours qui réclame le choix délibéré du genre, avec sa version tout inclus, le transgenre. Et discours qui exige la reconnaissance d'une culture du viol. Je ne parle pas encore là d'un viol réel, je parle de culture du viol, c'est l'expression qui m'intéresse, c'est-à-dire la reconnaissance du corps en tant qu'agressé au-delà des questions et des enjeux juridiques. Donc il s'agit de se faire reconnaître comme corps agressé dans des conditions qui sont toujours extrêmement difficiles à cerner, puisque du désir, il est très peu question. Ces discours qui occupent maintenant l'espace public sortent tout droit de l'université et constituent assurément la révélation d'un certain corps contemporain
de son espace vécu entre imaginaire et expérience, pour reprendre le titre remarquable de ce colloque. Ces discours disent la vérité. Bien sûr, il y a quelque chose qui relève de la vérité dans ces discours, mais cela ne veut pas dire qu'ils soient pour autant adéquats au réel, qui en l'occurrence est mis en jeu. Il n'y a pas de rapport sexuel, disait Lacan, et il ne faisait pas que le dire, il le constatait. Et au fond, dans ces discours du genre, la grande critique qui est faite à l'hétéronormatif, c'est cette croyance que nous serions dans une binarité. Et la binarité, on le sait, elle est frappée d'un mal absolument universel. Alors, le réel enjeu est celui de l'altérité du sexe et de la jouissance qu'il provoque. Jouissance dont s'occupe justement la psychanalyse. En fait, ce à quoi la psychanalyse a affaire, c'est à la jouissance, comme réel impératif. Ça s'éprouve et surtout, ça s'exige, la jouissance. Lacan disait bien, dans l'inconscient, la voix intérieure du surmoi, c'est jouir. Impératif pulsionnel avec quoi le sujet est aux prises. La jouissance est satisfaction de la pulsion, avec les objets qui s'imposent au sujet, qui peuvent être bien sûr des objets de sublimation. Est-ce qu'il y a un verre d'eau pour moi? C'est pas grave. Ce qui frappe dans la proposition de subversion, que serait, selon donc la théoricienne à laquelle on se réfère souvent, qui est Judith Butler, ce qui frappe dans la proposition de subversion, que serait la fin de la supposée hégémonie hétéronormée, c'est une nomination qui ne pourrait venir que du sujet lui-même, un polymorphisme de la perversion sexuelle qui serait, dit-elle, un retour au pré-oedipien. La critique de l'Oedipe comme norme est évidemment centrale. Elle dit ça dans Le genre comme performance, dans un livre qui s'intitule Humain, inhumain, le travail critique des normes. Mais voilà, Lacan, la psychanalyse, a remis en cause, depuis un moment, la distribution des rôles sexuels, pour y opposer le réel de ce que Lacan appelle l'objet petit a, mais pour faire simple aujourd'hui, je dirais le réel d'un non-rapport sexuel. Autrement dit, à l'irréductible altérité de l'autre se substitue, comme partenaire de la jouissance, une part perdue de soi-même, dont l'amant et l'amante est revêtue. Mais chacun rencontre l'impossibilité de faire un avec le corps de l'autre. C'est ça il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a que des relations sexuelles, bien sûr, mais c'est le rapport au sens mathématique. La rencontre se fait par cet objet petit a, ou cette part perdue de soi-même. On désire en fait les porteurs de l'objet petit a qu'on repère dans le réel. Ce réel n'est malheureusement en aucun cas un idéal pré-oedipien et ne propose aucune solution pour nous soulager définitivement de notre angoisse, car notre angoisse est indissociable du désir, et c'est de ce désir que nous n'entendons plus parler dans le discours contemporain sur le genre et le transgenre. Dans toute cette entreprise idéologique et politique qui cherche à penser et à reconfigurer les enjeux de la sexuation, on voit surgir toutes sortes de propositions qui consistent à nier que le féminin soit autre chose qu'une condition de dominer. Il y a là une volonté d'en finir avec la dissymétrie constitutive non seulement des sexes, mais des genres, d'où la notion de transgenre ou de neutre. Dans ces nouvelles configurations, ce qui semble viser, c'est de dégager les rapports sexuels de tout ce qu'ils supposent encore de séduction, équivalente de violence. La séduction étant perçue désormais comme une violence qu'il faudrait réduire à néant en maintenant la relation dans le registre de la demande, avec contrat, consentement. La séduction comme violence, elle provient d'un fantasme infantile, au fondement du sujet. C'est pour ça que je dis qu'il y a un fond de vérité dans ce qui est énoncé dans ces discours.
Et la séduction est au fondement même de la parole. Le désir sera toujours une atteinte, une subversion, un au-delà de la demande. Cette horreur du désir éclaire peut-être ce phénomène social actuel, à savoir que plus on abonde dans le sens du discours dénonciateur, ce qui est le cas ici au Québec depuis un certain temps, plus on abonde dans le sens du discours dénonciateur, plus on annonce des politiques pour prendre en charge les dénonciations, plus on promet des systèmes de contrôle pour éviter les tentatives de séduction indésirée, système évidemment limité par le droit qui ne peut empêcher ni contrôler les échanges sexués, ni condamner sur simple dénonciation. Bref, plus on multiplie les dénonciations et plus on acquiesce à la vérité de ce discours, plus il se déchaîne. Et il n'accourt que dans les sociétés où le patriarcat est, pour ainsi dire, chaos, où il n'y a plus de père. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de fonction paternelle, mais il n'y a plus ce père qui opérait la transaction des corps. Le sexe des femmes apparaît donc dans la lumière. Et je vais vous lire un petit passage de Gérard Pommier dans Les corps angéliques de la postmodernité. C'est un petit paragraphe, il dit ça très bien. Hors de la maison du père, chacun des sexes s'affole de l'autre, car cette liberté n'est pas une maîtresse accommodante. Elle fait perdre aux femmes la sécurité de l'enfance. Elle pouvait préférer des hommes qu'elle n'effrayait pas, quand bien même restaient-elles d'éternels mineurs. Et elle angoisse les hommes affrontés à leur virilité sans le secours de l'amour paternel. On imagine la panique de l'homme qui, sans soutien patriarcal, voudrait continuer à faire le père comme avant. La jouissance féminine signifie alors sa propre mort. La jouissance féminine est parricide, je disais. Sans doute rencontrera-t-il encore des femmes prêtes à lui jouer ce rôle. Mais le point d'appui de cette croyance dans la société lui fait désormais défaut. Et il risque de sérieuses pannes de désir devant chaque femme qui ne sera ni une fille ni une mère. Voilà. Alors, prenant acte, depuis quelques années maintenant, de ce discours qui est très présent puisque on enseigne à des jeunes filles qui reçoivent donc ces discours et qui y adhèrent et qui sont dans une colère dont elles arrivent très mal à expliquer les causes, mais elles portent une colère contre la domination masculine manifestement omniprésente et indépassable. Prenant acte de ces discours qui prétendent recouvrir les corps contemporains, je suis pour ma part frappée du fait qu'il n'y a rien à trouver là qui concerne le désir des femmes. Des femmes en tant que sujet du désir. Il y a là une énigme, bien sûr. On peut rêver d'un retour à l'infantile polymorphe. Et il est évident que ces discours recherchent un temps d'avant le désir sexué, une innocence d'avant la violence sexuelle. Du point de vue infantile, la sexualité est une violence. Mais voilà, nous vivons dans un monde post-oedipien, et le désir est une atteinte. Il troue, perfore la carapace, érige sa puissance, et s'offre ainsi comme une violence faite à la maîtrise. Par le désir, on devient poreux, pénétrable, pénétrant, ouvert, troué. Dans l'utopie du transgenre, on prétend lever le dernier obstacle à la plénitude sexuelle, dernier obstacle que serait l'identification parodique à un genre. Alors, la subversion selon Judith Butler, c'est que puisque genre il y a mais qu'on n'y croit pas et que tout ça est prédéterminé, on va donc parodier, on va mimer des comportements soi-disant féminins, masculins. Voilà. Et ce n'est pas pour rien qu'il importe à certains et certaines de déclarer haut et fort que la domination patriarcale perdure. C'est pas pour rien parce que l'obstacle extérieur déclaré par les militants
dispensera toujours de reconnaître un obstacle intérieur autrement plus redoutable, qui est le ratage du rapport sexuel. Ratage qui n'est ni naturel, ni culturel, ni fondé sur de l'hétéronormatif, mais ratage qui relève du destin de la pulsion, pulsion qui impose aux êtres parlants la façon de jouir de leur corps. Et c'est de ce ratage dont Marguerite Duras dit tout le bien qu'il procure malgré tout. Le désir dessaisit le sujet de sa maîtrise. C'est ce dessaisissement, ce ravissement, qui subvertit tous les discours de pouvoir et surtout les discours qui annoncent l'utopie d'une sexualité sans atteinte, sans violence faite au moi qui se croit maître chez lui. Car le réel nous rappelle sans cesse que même s'il y a des genres, il y a toujours des hommes et des femmes. Voilà, dans ces combats pour le pouvoir, puisqu'effectivement c'est sur cette tonalité que ça se joue, c'est un contre-pouvoir pour défaire un pouvoir, avoir ce que l'autre a, on est vraiment dans des logiques qui m'apparaissent souvent comme étant des logiques de l'envie, de la récrimination. Dans ces combats pour le pouvoir, que pourtant elle dénonce, je dirais que ces femmes, sans conteste, se situent dans la rivalité d'homme à homme. Pour sortir de cette impasse, peut-être faudrait-il se rappeler la non-réciprocité des fantasmes entre les hommes et les femmes. Et je dirais pour ma part, cette formule que j'ai fabriquée à partir d'une phrase que Lacan a énoncée au sujet de l'hystérique, qui n'est pas le but de ma définition de la jouissance féminine. Et lisant le Navire Night de Duras, parce que je l'enseignais la semaine dernière, j'ai trouvé cette formule pour essayer de voir comment effectivement les deux sexes ne se rencontrent pas, ils se rencontrent dans cette non-rencontre. Parlant du désir féminin, pour une fois. Alors je dirais ceci, une femme s'éprouve dans le désir que suscite l'énigme dont elle se voile pour l'offrir à l'homme par qui elle jouit de son propre mystère. Une femme s'éprouve dans le désir que suscite l'énigme dont elle se voile pour l'offrir à l'homme par qui elle jouit de son propre mystère. Pas de binarité, ni de soi-disant réciprocité en vue. Et c'est bien cela que Duras, dans le Navire Night, fait dire à la femme. Elle dit n'avoir pas su avant lui, elle parle de l'amant, elle dit n'avoir pas su avant lui être désirable d'un désir d'elle-même, qu'elle-même pouvait partager, et que cela fait peur. Lacan disait être désiré est un hommage à l'être. Si l'on se désire dans ce désir, on ne peut se compter pour rien dans la danse des corps qui là s'amorce. Voilà, c'est tout.